Chapitre 12. L'arrivée de la troupe. La porte de ma cellule s'ouvrit de nouveau et je vis entrer Barnes, le prévôt. Il tenait une curieuse planche de bois articulée renforcée de métal et creusée de 2 trous. Je compris qu'il allait m'entraver. J'avais vu une fois un homme, le cou et les bras emprisonnés dans un appareil de ce genre, au centre d'une place sous les huées des passants qui lui lançaient des fruits pourris. «Tes mains!» m'ordonna-t-il. J'obéis. Il referma les 2 morceaux de la planche en tenaille sur mes poignets et verrouilla la serrure avec une clé, qu'il replaça ensuite dans sa poche de pantalon. La planche était lourde et me serrait si étroitement que je n'avais aucune chance de m'en libérer. «À la plus petite tentative d'invasion, me cracha-t-il méchamment, je te mets les fers aux pieds, c'est clair?» Je hochai la tête accablé. «Nous retrouverons Maître Noël à la tour. Dès qu'on aura creusé une brèche dans les murailles, tu seras conduit à Castor pour y être pendu avec cette troupe de misérables. Quoique, à mon avis, la pendaison soit un châtiment trop doux pour un tueur de prêtre.» Barnes, ou Barness, me saisit par l'épaule et me poussa dans le corridor, où je découvris Cobden, un gourdin à la main. Si j'avais tenté de fuir, je n'aurais pas été loin. Les 2 hommes me firent sortir par une porte dérobée. Une charrette attendait dans la cour. Les 2 hommes du prévôt étaient déjà assis sur le siège arrière. Ils me jetèrent un regard dur. L'un d'eux me crachait à la figure au moment où je grimpais dans le véhicule. 5 minutes plus tard, nous franchissions le grand portail et prenions la route menant à la tour Malkin, par-delà le village de Goldshaw-Booth. Lorsque nous arrivâmes près de la tour, Noël n'était pas seul. 5 soldats à cheval l'entouraient, vêtus de l'uniforme rouge du comté qui les rendait visibles bien avant qu'on ait atteint la clairière. Tandis que la charrette approchait en cahotant, l'un d'eux mit pied à terre et contourna le bâtiment. Il examinait les murs de pierre avec une curieuse fascination. Cobden tira sur les rênes et la voiture s'arrêta. Noël désigna à Barness un homme corpulent, à la figure cramoisie barrée d'une moustache noire. «Voici le capitaine Auroch.» «Bonjour, monsieur le prévôt», dit le capitaine. Puis me dévisageant, il demanda: «Alors, voilà le garçon dont maître Noël m'a parlé.» «C'est lui», répondit Barnes. «Et il y en a d'autres dans son genre à l'intérieur de cette tour.» «Pas de souci», répliqua le capitaine. «Nous aurons bientôt ouvert une brèche dans ce mur. Le canon va arriver d'un moment à l'autre. C'est le plus gros du comté, le travail sera vite fait. Ces canailles paieront pour leur crime.» Sur ce, il fit volter son cheval et entama, à la tête de ses hommes, un parcours de reconnaissance autour du repère des Malkin. Barnes et le juge les suivirent. Je l'ai croisé, mais je sais pas qui c'est non plus avec la taxe. Les heures suivantes s'écoulèrent avec lenteur. Je me sentais nauséeux et bien près de sombrer dans le désespoir. J'avais échoué. Je ne livrerai pas les miens. Je ne délivrerai pas les miens. S'il n'était pas déjà mort dans un cul de s'il n'était déjà pas mort dans un cul de basse-fosse. S'il n'était pas déjà mort dans un cul de basse-fosse. C'est pas facile à lire comme mot. Ils avaient été Ils allaient être torturés par ma faute. Je n'attendais plus qu'Alice vienne me secourir à présent. Je serais amené à Castor avec les habitants de la tour qui auraient survécu au bombardement, et je ne pouvais compter sur un procès équitable. En fin de matinée, le lourd canon apparut, tiré par 6 puissants chevaux de trait. C'était un long cylindre sur un affût équipé de 2 grosses roues cerclées de fer. La bouche à feu fut mise en position, non loin de notre charrette. Les soldats dételèrent, les chevaux pour les conduire à l'abri d'un bouquet d'arbres. Ah, j'ai du mal à lire. Les soldats dételèrent des chevaux pour les conduire à l'abri d'un bouquet d'arbres. Puis, ils s'employèrent à régler la hauteur de la gueule du canon grâce à un système de levier et de roues dentelées, jusqu'à ce qu'elle pointe directement sur la tour. Barnes nous rejoignit ou Barness, je sais jamais comment prononcer son nom. Barnes nous rejoignit au petit trot et ordonna à Cobden: «Fais descendre le gamin et éloigne les chevaux. Le capitaine dit que le bruit du canon les rendrait fous de terreur.» Les 2 baillis m'extirpèrent de la charrette et me déposèrent sur l'herbe, tandis que Cobden, tirant les bêtes par la bride, conduisait l'attelage vers le petit bois. Un autre véhicule se présenta alors, chargé de boulets, de 2 grands tonneaux d'eau et de sacs de toile remplis de poudre. Les canonniers, à l'exception de leur sergent,
tombèrent leurs vestes rouges, roulèrent leurs manches et se mirent à décharger la charrette, empilant les munitions en pyramide de chaque côté du canon. Quand le premier tonneau d'eau fut descendu, l'un des baillis lâcha en riant. On aura de quoi boire, hein, petit? Le canonnier le toisa d'un air méprisant. Ça sert à refroidir. Ça sert à refroidir le canon. C'est une pièce de 18, et sans eau, la chaleur la ferait exploser. Vaudrait mieux que ça arrive. Vaudrait mieux pas que ça arrive, hein, surtout si vous restez à côté. Le bailli échangea un regard inquiet avec son compère. Le déchargement effectué, cette charrette-là fut emmenée elle aussi sous le couvert des arbres. Peu après, le capitaine Auroch et Noël revinrent de leur inspection. Lançant son cheval au petit galop, Auroch vociféra ses ordres. Sergent, tenez-vous prêts. Feu à volonté, que chaque coup porte. Nous aurons bientôt affaire à un ennemi autrement redoutable. Le juge et le capitaine s'éloignèrent. Le bailli que la précédente mise en garde du canonnier avait échaudé ne put s'empêcher de s'enquérir. Un ennemi redoutable, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce n'est pas votre problème, fanfaronna le sergent. Je sais pas, j'arrive pas à savoir qui parle là de suite. Mais si vous voulez le savoir, il y a des rumeurs d'invasion au sud du comté. Ce siège gagné d'avance n'est rien à côté des batailles qui nous attendent, mais pas un mot à qui que ce soit, sinon je vous coupe la langue et je jette l'empâture au corbeau. Se tournant vers les hommes, le sergent cria. On y va, les gars, montrez au capitaine ce que vous savez faire. L'un des hommes se saisit d'un des sacs de toile et le fourra dans la bouche du canon. Un autre le poussa au fond du tube à l'aide d'une longue perche. Un troisième introduisit un boulet. C'était prêt. Un sergent s'adressa à celui des baillis qui était resté silencieux. Vous avez déjà entendu tirer un engin comme celui-là? L'homme fit non de la tête. Eh bien, ça produit un fracas, vous explosez les tympans. Si j'étais vous, je m'éloignerais d'une bonne centaine de pas, et je vous conseille de plaquer les mains sur vos oreilles. Il regarda mes poignets, toujours emprisonnés dans le carcan de bois. Le gamin ne pourra pas en faire autant, fit-il remarquer. Le bailli grommela. Là où on l'amène, il n'aura plus besoin de ses oreilles. Il a assassiné un prêtre, et il sera pendu avant la fin du mois. En ce cas, un petit aperçu de l'enfer ne lui fera pas de mal, ironisa le sergent en me lançant un regard rempli de répulsion. Il se dirigea vers le canon d'un air bravache et ordonna la mise à feu. L'un des soldats alluma une mèche qui dépassait du tube et recula vivement au milieu de ses compagnons. Tous couvrirent leurs oreilles de leurs mains, ainsi que les baillis. Le coup partit. Je crus que la foudre était tombée à côté de moi. L'affût bondit en arrière. Le boulet fila vers la tour en hurlant telle une horde de banshees. Ouais, une horde de banshees, ces créatures qui annoncent la mort. Il atterrit dans les douves en soulevant de grandes éclaboussures, tandis qu'un vol de corbeaux affolés s'enfuyait en croissant. Un nuage de fumée s'éleva de la bouche à feu, et les soldats qui s'étaient approchés pour la recharger semblaient se mouvoir dans le brouillard d'automne. Ils rectifièrent la hauteur, nettoyèrent l'intérieur du tube avec des éponges fixées au bout d'une perche qu'ils trempaient dans le tonneau. Enfin, ils firent feu une deuxième fois. L'explosion fut encore plus violente, mais curieusement, je n'entendis pas le boulet siffler à travers les airs. Je n'entendis pas non plus le bruit de l'impact contre la tour. Pourtant, je vis clairement les éclats de pierre pleuvoir dans les douves. Combien de temps cela dura, je ne saurais le dire. À un moment donné, les baillis eurent une conversation. Je voyais leurs lèvres bouger, mais pas un mot ne me parvenait. J'étais devenu sourd. J'espérais seulement que c'était provisoire. La fumée stagnait tout autour à présent et un goût acide me brûlait la gorge. La pause était la pause était chaque fois plus longue entre les coups car les canonniers plongeaient de plus en plus souvent leur éponge dans le tonneau afin de les introduire dans le tube surchauffé. Les baillis, sans doute fatigués de rester aussi près du canon, m'attrapèrent par les bras et me traînèrent à une centaine de pas comme le sergent leur avait recommandé. Le bruit avait nettement moins fort et, pendant les arrêts entre chaque tir, je constatais que l'ouïe me revenait petit à petit. J'entendis de nouveau le sifflement du projectile et le fracas de la boule de fer contre la pierre. Les canonniers connaissaient leur travail. Chaque impact frappait le mur à peu près au même endroit. Pourtant, rien ne laissait présager qu'une brèche allait s'ouvrir. Puis, il y eut un nouvel arrêt. La réserve de boulets était épuisée, et la charrette chargée de nouvelles munitions n'arriva qu'en fin d'après-midi. Comme je mourais de soif, je priai un des baillis de me donner un peu de l'eau qu'un des soldats leur avait apportée dans une cruche. Vas-y, petit, serre-toi, rigola-t-il. Évidemment, avec mes mains entravées, j'étais incapable de soulever le récipient. Je m'agenouillai devant, dans l'intention d'aspirer le liquide, mais l'homme le mit hors de portée et m'ordonna de rester assis si je ne voulais pas qu'on m'y oblige à coups de pied.
Au coucher du soleil, j'avais la bouche aussi desséchée qu'un vieux parchemin. Noël était déjà retourné à Red Hall, la canonnade était finie pour la journée, et seul un jeune soldat montait la garde à côté du canon. Les autres, n'ayant allumé un feu dans un coin dégagé du bois, se mirent à cuisiner. Le capitaine Horrocks était parti à cheval, ayant sans doute trouvé un lit dans la nuit au village, pour la nuit au village. Les conducteurs de charrettes restèrent sur place. Les baillis me tirèrent sous les arbres et nous nous assîmes à quelque distance des soldats avec Barnes et Cobden. Ils allumèrent leur propre feu, bien qu'il n'ait rien à faire cuire. Un des soldats finit par s'approcher et leur demander s'ils avaient faim. Un petit morceau ne serait pas de refus, dit Barnes. Cependant, à cette heure, tout aurait dû être terminé. Je devrais être de retour à Red Hall, devant une bonne soupe. Ah, cette tour résiste mieux qu'on aurait cru. Cette tour résiste mieux qu'on aurait cru, admit le soldat. Oh, ne vous faites pas de bile, on l'aura. De près, on voit les fissures, ça craquera avant demain midi, et là, on rigolera. Bientôt, Barnes, Cobden et ses baillis se régalaient d'un ragoût de lapin. Avec des clins d'œil complices, ils en placèrent une assiette sur l'herbe devant moi. Mange, petit, m'invita Cobden. Évidemment, quand je voulus m'agenouiller pour m'approcher ma bouche du plat, il l'envoya valser d'un coup de pied dans le feu avec son contenu. Ils s'esclaffèrent, enchantés de leur mauvaise blague, et me laissèrent assis là, affamé, assoiffé, à les regarder s'empiffrer. La nuit était tombée et les nuages s'étaient épaissis à l'ouest. Je n'avais guère d'espoir de m'échapper car ils avaient organisé un tour de garde pour me surveiller et les soldats auraient de leurs propres sentinelles postées non loin de là. Cobden avait pris le premier tour. Au bout d'une demi-heure, Barnes ronflait bruyamment. La bouche ouverte, les deux baillis avaient dodeliné de la tête un moment avant de s'allonger dans l'herbe. Je ne tentais même pas de dormir. La planche qui m'emprisonnait les poignets me faisait mal et de sombres pensées roulaient dans ma tête. Je me rappelais mon affrontement avec Wurmeld, ma conversation avec Tib, la mort du pauvre père Stokes que je n'avais pas su empêcher. De toute façon, Cobden était bien décidé à me tourmenter. Si je dois rester éveillé, alors toi aussi, gamin, ricana-t-il en me lançant des coups de botte dans les tibias. Il paraissait toutefois garder difficilement les yeux ouverts. Il se leva en bâillant et se mit à marcher de long en large, m'envoyant des coups de pied au passage. La nuit promettait d'être longue. Il finit par s'asseoir dans l'herbe, l'air hagard. De temps en temps, il me jetait un regard furieux comme si c'était ma faute. Finalement, il appuya son menton contre sa poitrine et commença à ronfler doucement. J'observais le campement de soldats. Ils étaient à une certaine distance, mais je ne discernais aucun mouvement. C'était peut-être l'occasion de m'échapper. Je patientai pendant quelques minutes pour être sûr que Cobden dormait. Enfin, avec mille précautions, je me relevai. À peine sur mes pieds, je crus voir quelque chose bouger dans les arbres, quelque chose de gris ou de brun qui tremblotait. Puis je surpris un autre mouvement sur ma gauche, cette fois pas de doute. Je m'assoupis vivement, j'avais bien fait. Je m'accroupis vivement, j'avais bien fait. Des silhouettes venaient vers moi à travers le bois. D'autres soldats, je n'avais pas entendu parler de renfort. D'ailleurs, ils ne se déplaçaient pas comme des soldats, ils glissaient, silencieux, tels des fantômes. Il me fallait fuir avant leur arrivée. La planche qui entravait mes poignets rendait ma course difficile, mais pas impossible. J'allais m'élancer quand je perçus une ombre du coin de l'œil. Je me retournai. Des formes sombres convergeaient vers nous de tous les côtés du bois. À mesure qu'elles se rapprochaient, je distinguais des femmes vêtues de longues robes grises, brunes ou noires, aux yeux brillants, aux chevelures hirsutes. Des sorcières? Mais de quel clan? Les Malkines étaient enfants. Les Malkines étaient enfermés dans la tour. Les Dînes? S'il y avait eu clair de lune, j'aurais remarqué leurs armes plus tôt. Il fallut qu'elles s'approchent du feu pour que je remarque la longue épée qu'elle tenait à la main gauche. Dans la droite, elle portait un objet que je n'arrivais pas à identifier. Avait-elle l'intention de nous tuer pendant notre sommeil? Cette sinistre pensée m'arrêta. Cette sinistre pensée m'arrêta dans mon projet d'évasion. Je ne pouvais abandonner mes gardiens à leur destin. Même s'ils m'avaient rudement traité, ils ne méritaient pas de mourir ainsi. Le prévôt Barnes n'était pas à la solde de Wurmeld, et il estimait faire son devoir, et si je les réveillais, j'avais encore une chance de fuir en profitant de la confusion. Je secouai donc Cobden du bout du pied. Comme s'il ne réagissait pas, je cognai plus fort, sans résultat. Je m'agenouillai et lui criai à l'oreille. Il continua de ronfler. J'essayai de réveiller Barnes sans succès, alors je compris. Ils avaient été drogués, comme le pauvre père Stokes à Red Hall. N'ayant rien mangé, j'avais été épargné. J'ignorais comment le produit avait été mis dans le civet de lapin, mais je n'avais plus le temps de m'interroger. Les sorcières n'étaient plus qu'à une quinzaine de pas. Je m'apprêtais à m'élancer, ayant repéré une brèche entre les arbres. C'est alors qu'une voix m'appela. Je la reconnus aussitôt. C'était celle de Mab Mouldil. N'aie pas peur, toi, ne t'enfuis pas. On est là pour t'aider, on a un marché à te proposer. Elle marcha vers Cobden, s'agenouilla et leva sa lame. Non, protestai-je, horrifié.
Je venais de découvrir ce qu'elle élevait Je venais de découvrir ce qu'elle élevait dans sa main droite. Une coupe de métal montée sur un long pied, une sorte de calice. Les sorcières du camp Mouldil pratiquaient la magie du sang. Elles étaient là pour se servir. Mam m'adressa un sourire sinistre. Ne t'affole pas, Tom. On ne va pas les tuer. Tout ce qu'on veut, c'est un peu de leur sang. Non, Mab. Une seule goutte répandue et il n'y aura pas de marché qui tienne entre nous. Elle me dévisagea stupéfaite. Que sont ces hommes pour toi? Ils t'ont maltraité. Ils t'enverra Castor pour y être pendu sans l'ombre d'un remords. Elle cracha sur Cobden avant d'ajouter. Et celui-ci appartient à Urmeld. Je ne parle pas en l'air, Mab, menaçai-je. Un petit groupe de sorcières nous entoura pour écouter. Dot se dirigeait vers le camp des soldats, l'épée pointée. Je veux bien discuter avec toi, repris-je, mais si je vois couler une seule goutte de sang, je n'accepterai rien. Rappelle ces femmes, ordonne-leur d'arrêter. Mab se releva, l'air renfrogné. Finalement, elle grommela. D'accord, Tom, je le fais pour toi. Sur son ordre, les sorcières laissèrent les soldats et revinrent vers nous. Je pensais soudain que ces hommes endormis risquaient de mourir des effets de la drogue. Les sorcières sont expertes en poison et contre-poison. Il était peut-être temps de les sauver. Il y a autre chose, Mab. Vous avez empoisonné le civet. Donnez à ces hommes un antidote avant qu'il ne soit trop tard. Elle secoua la tête. La drogue était dans l'eau, pas dans la viande, et elle ne va pas les tuer. Nous voulions juste les endormir pour leur prendre un peu de sang. Ils se, ré- ils se réveilleront au matin avec un bon mal de crâne, c'est tout. J'ai besoin qu'ils soient en forme pour qu'ils achèvent la tâche commencée et ouvrent une bonne brèche dans la tour. Maintenant, Tom, suis-moi. Alice est là, un peu plus loin. Elle est avec toi? M'écriai-je surpris. Mab avait employé le même argument pour m'attirer dans les bois 2 jours plus tôt. Elle avait alors prévu de tuer mon ami. Bien sûr, on a négocié toutes les deux. On a beaucoup à faire avant l'aube, si tu veux tenter de sauver ta famille. À ces mots, je sentis les larmes monter aux yeux. Trop tard, Mab, ils sont morts. Qui t'a dit ça? Wurmel devait s'en occuper si je ne lui donnais pas. Wurmel devait s'en occuper si je ne lui donnais pas mes clés avant minuit. Oh, ne crois jamais ce qu'elle dit, Tom, fit Mab avec dédain. Ils sont en mauvais état, je dois le reconnaître. Mais ils sont toujours en vie, je les ai vus avec mon miroir. Aussi, il n'y a pas de temps à perdre, je suis là pour t'aider, Tom, je t'offre une seconde chance. Elle vira sur ses talons en me faisant signe de la suivre. Toute cette journée, mon moral avait été au plus bas. J'avais douté de sauver ma vie et cru celle des miens perdus. À présent, j'étais libre et j'avais repris confiance. Je pouvais espérer revoir Jack, Ellie et Marie. Peut-être réussirais-je à m'entendre avec Mab. Alors, elle nous montrerait l'entrée du tunnel menant au cachot de la tour Malkin.